Bonjour, au cours de cette présentation, on va traiter le sujet de la sémiologie clinique de l'appareil digestif. En guise de rappel, l'appareil digestif est formé d'un tube qui conduit les aliments tout au long de leur digestion, jusqu'à l'expulsion des résidus sous forme de matière fécale. Ceci englobe la bouche, l'œsophage, l'estomac, le duodénum, l'intestin grêle et le côlon. L'appareil digestif est composé également de glandes et d'organes annexes, dont le rôle principal est de modifier les aliments pour permettre leur absorption. C'est le rôle du foie, de la vésicule biliaire et de pancréas. Vu la multiplicité des organes qui forment l'appareil digestif, les troubles et les symptômes digestifs observés sont riches et de différentes natures. Ainsi, en plus des symptômes liés à chaque organe qu'on vient de citer, on distingue d'autres signes d'ordre général. Parmi ces signes généraux liés à l'appareil digestif, il y a ce qu'on appelle la polyphagie. La polyphagie définit comme étant le besoin excessif de manger en grande quantité. Ce symptôme est observé le plus souvent en cas de diabète, d'obésité et de boulimie mentale. La conduite à tenir infirmière consiste principalement à interroger le malade sur la date d'apparition et les signes accompagnateurs, notamment une polydipsie et une polyurie en cas de diabète. Dans ce même cadre, la recherche de diabète s'impose à travers la recherche de glucose dans les urines et dans le sang, sans oublier de surveiller les différents paramètres et constantes physiologiques, notamment le poids, avant d'orienter le patient vers la consultation médicale. Parallèlement, la polydipsie est le besoin excessif de boire. L'apparition de ce signe peut être physiologique en cas de chaleur et d'une transpiration abondante lors d'un exercice physique. Néanmoins, la polydipsie peut être due parfois à une cause pathologique comme le diabète. La conduite à tenir infirmière consiste premièrement à interroger le malade sur la date d'apparition et les signes accompagnateurs. Il consiste également à faire des examens complémentaires prescrits à la recherche d'un éventuel diabète et à surveiller les constantes physiologiques, principalement la diurèse, avant d'orienter le patient vers la consultation médicale. Parmi les signes généraux, également liés à l'appareil digestif, ce qu'on appelle l'anorexie. L'anorexie, c'est la diminution sensible pouvant aller jusqu'à la perte totale de l'appétit pour la nourriture, qui est le besoin de satisfaire la faim. L'anorexie peut être globale, portant sur tous les aliments ou restreinte à des aliments particuliers. On ne peut pas mesurer directement le degré d'anorexie, mais ses conséquences directes qui sont des prises alimentaires diminuées. C'est pourquoi on parle d'anorexie lorsque la ration calorique journalière chez l'adulte ne dépasse pas en général 1500 kcal par jour. L'anorexie est un symptôme d'origine physique ou psychique. Dans le cadre des pathologies digestives, plusieurs maladies peuvent provoquer l'état d'anorexie. Par exemple, les maladies infectieuses, les affections hépatiques et les tumeurs. La prise en charge de l'anorexie repose principalement sur un bon entretien et une bonne observation qui précise les circonstances d'apparition et les signes accompagnateurs. Ainsi, la prise en charge repose également sur le traitement étiologique, c'est-à-dire le traitement de la maladie causale, en plus d'une bonne surveillance des paramètres cliniques, notamment la courbe du poids, à la recherche d'une éventuelle dénutrition. La cachexie, autrement appelée marasme, est un amaigrissement extrême, avec fente musculaire globale, souvent accompagnée d'une asthénie ou fatigue profonde et d'une anorexie avec dénutrition profonde. La cachexie est consécutive à de nombreuses affections chroniques graves, comme les infections, les tumeurs, les insuffisances viscérales, cardiaques, respiratoires, hépatiques et rénales. La prise en charge infirmière repose sur une compensation alimentaire à travers un régime alimentaire approprié. Il repose également sur le traitement de la cause et la surveillance des constantes physiologiques, notamment le poids. Le hoquet correspond à une succession de contractions involontaires et répétées du diaphragme, suivie d'une fermeture brutale de la glotte
qui freine l'arrivée d'air et produit des sons caractéristiques du genre. Le hoquet est le plus souvent un signe banal, dont l'origine est le plus souvent intestinale, lors d'un repas abondant ou une prise de boisson gazeuse. Cependant, parfois une autre cause est mise en évidence d'origine gastrique et pathobiliaire. De nombreux moyens simples peuvent être utilisés pour traiter le hoquet, comme le fait de demander au malade de faire une inspiration profonde suivie d'une apnée prolongée, ou le fait de le conseiller de boire un verre d'eau rapidement. Si le symptôme persiste, il faut orienter le malade vers une consultation médicale. La déshydratation traduit un manque en eau dans l'organisme. C'est un déséquilibre entre les apports et les pertes hydriques. Soit les pertes en eau sont anormalement importantes, en cas de fièvre, vomissement ou diarrhée par exemple, soit le principal intéressé a tout simplement oublié de boire. C'est le cas par exemple des nourrissons mal pris en charge et des personnes âgées dont la sensation à la soif est faible. Parmi les signes de la déshydratation, tout âge confondu, une bouche sèche, la soif accrue, une fatigue et crampes musculaires, un pli cutané pâteux voire persistant, comme vous pouvez constater à travers l'image, des yeux enfoncés, des maux de tête, des urines jaunes foncées et concentrées, une oligurie, c'est-à-dire une réduction de la diurèse, un manque de concentration et des troubles de la conscience. Et voici une image qui illustre les principaux symptômes associés à la déshydratation. La déshydratation est due soit à une insuffisance d'apport hydrique, les sujets les plus exposés, comme on vient de voir, sont les nourrissons et les personnes âgées, et même les malades totalement dépendants. La déshydratation est due également, ou bien peut être due également, à une perte excessive en eau, notamment en cas de fièvre, de vomissement, de diarrhée et de brûlure profonde. Devant une déshydratation, il faut réhydrater, soit par voie orale, si la déshydratation est minime, soit par voie de perfusion intraveineuse, si la déshydratation est modérée ou sévère. Il ne faut pas oublier de continuer la surveillance clinique du patient, de la tension artérielle, de la diurèse et de bilan des entrées et des sorties. L'œdème est un gonflement d'un organe ou d'un tissu dû à une accumulation de liquide dans le milieu sous-cutané et viscéraux. Les signes de l'inflammation, qui sont la rougeur, la douleur et la chaleur, sont absentes en cas d'œdème. Donc l'œdème n'est pas une inflammation. L'image que vous voyez montre un œdème des membres inférieurs. Il montre également un signe caractéristique de l'œdème qui est le godet, c'est-à-dire une empreinte lorsqu'on enfonce un doigt dans le milieu où se trouve l'œdème, elle laisse une empreinte qu'on appelle le godet. Les pathologies pouvant entraîner un œdème sont multiples. Donc l'œdème peut être dû à de nombreuses causes. Toutes les maladies cardiaques, surtout l'insuffisance cardiaque globale, certaines maladies rénales comme l'insuffisance rénale, les cirrhoses du foie, certaines carences en protéines et en cas d'hypertension artérielle gravidique. La prise en charge infirmière dépend de la pathologie causale, mais le rôle infirmier standard consiste à une étape d'interrogatoire à la recherche des signes accompagnateurs, de la date d'apparition et des antécédents médico-chirurgicaux, surtout à faire des analyses d'urine à la recherche d'une protéinurie, la prise des constantes également, notamment le poids, et à appliquer le traitement prescrit. Ce qu'on appelle l'acide est un épanchement liquidien dans la cavité péritoniale, c'est-à-dire la présence d'un liquide dans la cavité péritoniale. Les images que vous voyez montrent un patient qui souffre d'acide. Le liquide d'acide est ordinairement jaune citron, mais il peut être coloré en rouge par la présence de sang ou en vert par la bile. L'acide est un symptôme fréquent chez les malades qui souffrent d'une cirrhose du foie. Cirrhose du foie, ce qu'on appelle en arabe tashammu al-kabid. Surtout chez les malades
C'est une conséquence ou une complication de l'hépatite virale B et C. Une fois diagnostiqué, la prise en charge du malade qui souffre d'une ascite consiste à faire ce qu'on appelle une ponction d'acide, c'est-à-dire l'évacuation de contenu ou bien du liquide contenu dans la cavité péritonéale. Donc le rôle infirmier consiste principalement avant la ponction à préparer le malade et le matériel pour la ponction. Et en post-ponction, le rôle infirmier consiste principalement à la surveillance de débit, de l'aspect du malade, de la quantité et de la qualité et l'aspect de l'écoulement. Les aftes sont des ulcérations superficielles et douloureuses de la muqueuse buccale. Ils sont caractérisés, comme le montre la photo ci-après, par une forme arrondie ou ovale sur une zone rouge inflammatoire. Les causes des aftes restent en général inconnues. Cependant, la lésion peut se voir dans les manifestations d'une sensibilisation à certains produits alimentaires, dans la maladie de Behçet, le muguet et chez les malades immunodéprimés. La plupart des aftes guérissent spontanément en quelques jours sans traitement. Mais, vu la gêne et la douleur qu'ils occasionnent, il est légitime de tenter d'accélérer leur disparition en utilisant des antiseptiques et des bains de bouche, tout en conseillant une bonne hygiène buccale. Si les aftes persistent, ou s'ils récidivent fréquemment, ou si on constate qu'ils s'accompagnent de certains symptômes inhabituels, il faut orienter le malade vers la consultation médicale. L'herpès labial sont des lésions cutanées sous forme de vésicules remplies de liquide transparent, groupées sous une base érythémateuse, localisée le plus souvent au niveau du visage, en général au point de contact entre la muqueuse et la peau, comme vous pouvez le constater à travers l'image. Cette lésion est due au virus de l'herpès. Elle est douloureuse et évolue souvent vers la formation de fissures, puis une croûte avant la guérison en quelques jours. L'herpès labial guérit en principe spontanément sans traitement. Cependant, il faut conseiller des mesures d'hygiène individuelle vu le risque de contamination. Il faut également informer le malade sur le risque de surinfection par grattage. Si les lésions persistent, il faut orienter le malade vers le médecin. La gingivorragie est un saignement ou une hémorragie des gencives. Généralement, la gingivorragie est douloureuse et elle se caractérise par une mauvaise haleine et une importante production de la salive. La gingivorragie fait souvent son apparition en cas de gingivite, c'est-à-dire une inflammation des gencives, ou en cas de stomatite, c'est-à-dire une inflammation de la muqueuse buccale. La gingivorragie peut être également due aux traumatismes buccaux et aux carences en vitamine C. La conduite à tenir devant une gingivorragie consiste à donner des conseils alimentaires appropriés, notamment un régime alimentaire riche en vitamine C, un régime alimentaire qui évite les aliments durs, à donner des conseils également sur la manière de brosser les dents pour éviter les saignements, à donner des bains de bouche avec une solution anti-hémorragique. En cas de persistance, il faut orienter le malade vers une consultation médicale. La sialorée, c'est une production excessive de la salive. Parfois on dit hypersialorée. C'est pratiquement la même chose. La sialorée ou l'hypersialorée est un signe fréquent pendant la grossesse et devant des affections bucco-digestives comme les stomatites, les gastrites et le muguet, et devant des affections du système nerveux et l'intoxication au mercure. La conduite à tenir devant une sialorée consiste principalement à interroger le patient sur la date d'apparition, la quantité, les signes accompagnateurs et les antécédents médicaux et chirurgicaux à la recherche d'une éventuelle cause. La conduite à tenir consiste également à référer vers la consultation médicale et à donner des conseils en matière d'hygiène buccale. Le pérosis est un signe fréquent. Ça consiste à une sensation de brûlure partant du creux de l'estomac et remontant à travers l'œsophage vers la bouche. Ce signe peut s'accompagner de régurgitation alimentaire involontaire et on va voir par la suite
C'est quoi les régurgitations? Le pyrosis et les régurgitations sont deux signes qui forment ce qu'on appelle le reflux acide ou le reflux gastro-œsophagien, RGO. C'est un signe très fréquent, surtout en cas de grossesse et en cas d'hernie hiatale. La conduite à tenir devant un pyrosis consiste à interroger le malade sur la date d'apparition et le moment d'apparition par rapport au repas, c'est-à-dire avant ou après le repas en postprandial, et est-ce qu'il y a des signes accompagnateurs. La conduite à tenir infirmière consiste également à donner des conseils alimentaires, notamment éviter de boire en mangeant, éviter les graisses, les aliments acides et les épices, et conseiller un régime lacté, c'est-à-dire un régime riche en lait et ses dérivés, parce que leur consistance alcaline aide à supprimer l'acidité de l'estomac. Si le signe persiste, il faut orienter le malade vers la consultation médicale. Les régurgitations, comme on vient de voir, c'est le reflux ou la remontée du contenu gastrique jusqu'à la bouche sans effort de vomissement. C'est un phénomène tout à fait normal chez les nourrissons. Chez l'adulte, cela peut traduire un problème de la jonction entre l'œsophage et l'estomac. Et dans ce cas, on parle également de reflux gastro-œsophagien, dont l'une des causes est l'hernie hiatale. La conduite à tenir consiste à interroger le malade à la recherche des signes accompagnateurs et d'une éventuelle cause, avant de le référer vers la consultation médicale. La dysphagie est une sensation de gêne ou de blocage ressentie au moment de l'alimentation, lors du passage des aliments dans la bouche, le pharynx et l'œsophage. Sa forme extrême est l'aphagie, c'est-à-dire l'impossibilité à déglutir. La difficulté à avaler, la dysphagie, affecte directement les capacités à manger et à boire. Ainsi, il est possible que cela s'accompagne d'une perte de poids. Les causes de la dysphagie sont multiples. Nous allons citer que quelques-unes, comme les affections de la gorge et de la bouche, l'œsophagite et les tumeurs de l'œsophage et du larynx. La conduite à tenir devant une dysphagie consiste d'abord à apprécier l'importance de celle-ci, c'est-à-dire est-ce qu'elle est sélective ou non, est-ce qu'elle est complète et est-ce qu'elle est douloureuse, avant d'orienter le patient vers la consultation médicale. Mais le meilleur des thérapies pour améliorer la dysphagie consiste à traiter la cause. Les nausées se caractérisent par des sensations de malaise, suivies par des envies de vomir. Cet état est le résultat de contractions au niveau de l'estomac qui ne digère pas la nourriture mais la rejette dans l'œsophage pour une éjection finale qu'on appelle les vomissements. Il existe un grand nombre de causes pouvant provoquer les nausées, comme, à titre d'exemple, les affections du type digestif, les affections hépatobiliaires, les affections aiguës chirurgicaux, les intoxications et les grossesses. Le signe le plus souvent associé aux nausées, c'est les vomissements, c'est-à-dire le rejet par la bouche d'une partie ou de la totalité du contenu gastrique avec effort, qu'on appelle l'effort de vomissement. C'est-à-dire que l'action de vomir n'est permise que par des contractions violentes et douloureuses de la musculature abdominale et du diaphragme. On distingue plusieurs types de vomissements, suivant l'aspect et l'odeur du liquide gastrique. Ainsi, on parle de vomissements alimentaires, dont le contenu est souvent des aliments récemment consommés, des vomissements de suc gastrique, où il n'y a pas d'aliments, juste un liquide incolore, des vomissements bilieux jaunâtres, des vomissements fécaloïdes, où le contenu gastrique contient des aliments fécals, et des vomissements sanglants qu'on appelle l'hématémèse, c'est-à-dire des vomissements qui contiennent du sang, qu'on va voir par la suite. Les vomissements est un symptôme qui se rencontre au cours d'un grand nombre de pathologies. Ils sont le plus souvent d'origine digestive. Ils surviennent notamment en cas de gastro-entérite ou d'intoxication alimentaire et médicamenteuse. Ils peuvent aussi être la conséquence de mal de transport ou d'une grossesse. De nombreuses autres maladies peuvent entraîner les vomissements. Mais si ces derniers persistent,
et empêchent toute prise alimentaire, ils peuvent entraîner assez rapidement une déshydratation et une perte de poids. C'est ça le risque de vomissement. La prise en charge des vomissements repose principalement sur l'entretien. On va démarrer avec le patient à la recherche des signes accompagnateurs, notamment les signes de dénutrition et de déshydratation, à la recherche de la date d'apparition et les antécédents médicaux et chirurgicaux. Également, l'observation de la quantité et de l'aspect de liquide vomi relève d'une grande importance à la recherche de certaines anomalies comme l'hématémèse, c'est-à-dire la présence de sang, ou d'autres anomalies qui peuvent coexister. La prise en charge du vomissement repose également sur le traitement de la cause, le traitement étiologique. Il faut également parfois compenser les pertes liquidiennes et hydroélectrolytiques au moyen de perfusion, sans oublier de veiller à la propreté et à l'hygiène du patient. Le ballonnement ou le météorisme abdominal, c'est un gonflement de l'abdomen dû à l'augmentation de volume des gaz dans le tube digestif et à l'incapacité de les évacuer. Parmi les manifestations que peut provoquer le ballonnement abdominal, une sensation de malaise, des nausées, des gaz qui sont parfois émis et parfois non, et des douleurs abdominales parfois très intenses. Le ballonnement ou le météorisme abdominal, il peut s'agir d'un symptôme banal, sans signification précise, mais parfois il reflète une maladie comme les occlusions intestinales, qui est le risque majeur. Ainsi, il faut d'abord soulager le patient en cas de douleur grave, par des médicaments absorbants de gaz ou des antiseptiques prescrits par le médecin. Il faut également éliminer la notion d'urgence abdominale et l'occlusion abdominale par la recherche de signes accompagnateurs, surtout la notion d'arrêt des matières et des gaz. Le rôle infirmier consiste également, surtout en cas de malaise, d'un simple malaise, à éduquer le patient et à conseiller d'éviter les boissons gazeuses et les aliments qui augmentent la production des gaz et de revoir les horaires des repas. La douleur abdominale est le mode de révélation le plus fréquent d'une affection digestive. Cette douleur doit être localisée suivant la topographie indiquée dans la figure que vous voyez. Quand elle est diffuse, il faut déterminer son siège initial. On parle alors d'une douleur épigastrique ou gastralgie, qu'on va voir par la suite. On parle également d'une douleur de la fosse iliaque droite, indiquant le plus souvent une appendicite aiguë, etc. Pour la douleur abdominale, il faut également noter l'intensité et les irradiations, c'est-à-dire est-ce qu'elle migre vers d'autres régions ou non. La gastralgie est une douleur vive localisée au niveau de l'épigastre, c'est-à-dire au niveau du creux de l'estomac. La gastralgie signale habituellement une maladie de l'estomac, comme une gastrite, un ulcère gastro-duodénal et parfois l'ingestion de certains médicaments, surtout les anti-inflammatoires, peut provoquer une gastralgie. Devant une gastralgie, il faut d'abord calmer la douleur en utilisant des médicaments comme les antiacides et les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons. Exemple de médicament, l'oméprazole. Ensuite, il est très intéressant de délivrer des conseils éducatifs pour le patient, pour prévenir la réapparition d'une gastralgie. À titre d'exemple, éviter les épices, les aliments acides et les aliments gras, et conseiller en contresens des produits laitiers, parce que ce sont des produits alcalins qui diminuent l'acidité de l'estomac et par conséquent diminuent les douleurs. Il est également intéressant de conseiller le malade d'éviter certains médicaments qui irritent l'estomac, surtout les anti-inflammatoires. En cas de persistance de la gastralgie, il faut orienter le malade vers la consultation médicale. Parfois, il est intéressant de préparer le malade pour une éventuelle fibroscopie. La constipation se définit habituellement par un ralentissement du transit intestinal, générant une baisse de la fréquence d'émission des selles, moins de 3 défécations par semaine. Cette accumulation s'accompagne d'une déshydratation des matières fécales, ce qui les rend durs, peu volumineux et difficiles à exonérer. On distingue une constipation souvent bénigne,
dans la majorité des cas, dû à un trouble fonctionnel des intestins lié à plusieurs facteurs, comme par exemple une alimentation pauvre en fibres alimentaires, un apport hydrique insuffisant, la sédentarité et certains médicaments. On distingue également une constipation d'origine pathologique, liée par exemple à une occlusion intestinale, à des tumeurs du tube digestif, des maladies inflammatoires comme la sigmoïdite et les fissures et les fistules anales. La constipation est en grande partie liée à notre mode d'alimentation. Adopter une alimentation riche en fibres, par exemple les fruits, les légumes, les céréales complets, boire suffisamment d'eau, faire de l'exercice physique permettent dans la majorité des cas de vaincre la constipation ou d'éviter qu'il survienne. Il faut conseiller aux malades également d'éviter les aliments qui peuvent constiper, comme le riz, les bananes et le chocolat. Parfois, on conseille également un laxatif doux, c'est-à-dire un médicament qui facilite l'évacuation des selles. Mais si le symptôme persiste, il faut orienter le patient vers la consultation médicale. La diarrhée est un symptôme très fréquent. Il signifie l'évacuation anormale et fréquente de selles trop liquides, plus de 3 fois par jour. La diarrhée s'accompagne souvent de symptômes comme les nausées, les vomissements, les douleurs abdominales et parfois la fièvre. Le risque majeur en cas de diarrhée est la déshydratation, qui peut être très grave surtout chez les nourrissons. Les causes les plus fréquentes d'une diarrhée sont d'abord l'intoxication alimentaire par des germes comme les salmonelles et l'Escherichia coli. Les pathologies inflammatoires également de l'intestin, comme l'entérite, le choléra, la fièvre typhoïde et la dysenterie amibienne. Parmi les causes également, la prise de certains traitements antibiotiques, certaines tumeurs et le stress et les émotions fortes. La prise en charge de la diarrhée repose d'abord sur l'entretien avec le patient et sa famille, à la recherche de signes accompagnateurs comme les douleurs abdominales, les vomissements et la fièvre. Également, les signes de la déshydratation, par exemple un pli cutané persistant, une sécheresse buccale. La prise en charge de la diarrhée repose également sur la surveillance ou bien l'observation des diarrhées émises à la recherche de certaines anomalies comme la présence de sang. Sur prescription médicale, on peut faire des prélèvements des selles pour examen bactériologique. Une fois le diagnostic est établi par le médecin, il faut appliquer le traitement prescrit. Il peut s'agir d'un traitement antibiotique en cas d'infection bactérienne ou un traitement antiparasitaire en cas de maladie parasitaire, comme il peut s'agir d'autres traitements. Mais la prise en charge de la diarrhée repose essentiellement sur une bonne hydratation suffisante, soit par voie orale ou par voie parentérale sur prescription médicale, et une bonne hygiène alimentaire. On peut dans ce sens conseiller des aliments faibles en fibres comme les bananes et le riz. Également, l'hygiène des mains relève d'une grande importance. Maintenant, on va traiter le sujet des hémorragies digestives, un ensemble de symptômes très importants dans le cadre de la sémiologie clinique de l'appareil digestif. Donc l'hémorragie digestive est tout saignement d'origine digestive, extériorisé ou non, pouvant entraîner rapidement un état de choc. On distingue dans ce sens des hémorragies digestives hautes, qui représentent 90% des cas, d'origine gastro-duodénale ou œsophagienne, et des hémorragies digestives basses. Une fois l'hémorragie digestive est extériorisée, on parle de 3 variétés d'hémorragie digestive. On parle de l'hématémèse, des mélénas et des rectorragies. Et on va traiter chacune à part. L'hématémèse, c'est le rejet de sang d'origine digestive par la bouche le plus souvent au cours d'un effort de vomissement. Les causes de l'hématémèse sont nombreuses, mais les plus fréquentes sont la rupture des varices œsophagiennes, les gastrites, l'ulcère gastro-duodénal et les cancers digestifs. Le méléna désigne l'évacuation par l'anus de sang noir mélangé ou non avec les selles. Le méléna prend souvent l'aspect de goudron et se caractérise par une odeur fétide. Il faut distinguer le méléna des selles noires dues à certains médicaments comme le fer.
En plus des causes de l'hématémèse, qu'on vient de citer, la rupture des varices œsophagiennes, l'ulcère gastro-duodénal et les tumeurs gastriques, il y a d'autres causes qui peuvent également engendrer ce qu'on appelle le méléna. Parmi ces causes, les tumeurs de l'intestin grêle, la tuberculose intestinale et les entérites. La rectorragie est une hémorragie d'origine digestive de sang de couleur rouge qui s'évacue par l'anus. Cette coloration rouge vif qui fait la distinction entre la rectorragie et le méléna. D'une manière générale, lorsque le sang est retrouvé à l'intérieur des selles, l'origine est plutôt en faveur d'une maladie du côlon, par exemple une rictite ou une tumeur maligne ou bénigne du côlon. Alors que lorsque le sang est séparé des selles, l'origine est plus fréquemment terminale. On suspecte alors une hémorroïde ou une fistule ou fissure anale. Les hémorragies digestives, qu'elles soient hématémèse, méléna ou rectorragie, sont des signes d'alarme. Donc, tout patient qui présente une hémorragie digestive doit être pris en charge en urgence, surtout en présence des signes de gravité, ce qu'on appelle les signes de l'état de choc. Ce sont la pâleur, la froideur, les sueurs, les troubles de conscience, l'hypotension artérielle, la tachycardie et la polypnée. Devant ces signes, le malade doit être pris en urgence. La conduite à tenir infirmière devant les hémorragies digestives consiste premièrement à accueillir le malade et sa famille, à les rassurer, parce qu'ils sont le plus souvent anxieux. Deuxièmement, à interroger le malade et sa famille à la recherche des signes de gravité qu'on vient de citer. Bien sûr, il faut également estimer la quantité de sang vomi ou émis et orienter le malade d'urgence vers le médecin. En cas de présence des signes de gravité, il faut mettre le malade en position assise, il faut oxygéner le patient et prendre une voie veineuse pour une perfusion. Il faut également faire, sur prescription médicale bien sûr, faire un prélèvement de sang pour bilan biologique, groupage, NFS, TP. Il faut également préparer le matériel et le malade pour une éventuelle transfusion en fonction du résultat de l'ANFS. Éventuellement, et sur prescription médicale, il faut préparer le malade pour un éventuel examen endoscopique, comme la fibroscopie ou la colonoscopie, tout en veillant à l'hygiène et à la propreté du patient. La colique hépatique est une douleur localisée au niveau de l'hypocondre droit, irradiant vers l'épaule droit et accompagnée parfois de vomissements suivis d'un ictère. La douleur est intense et il peut durer plusieurs heures. La colique hépatique est le plus souvent provoquée par ce qu'on appelle les calculs biliaires ou la lithiase biliaire, c'est-à-dire le blocage transitoire d'un calcul au niveau des voies biliaires, le canal cystique et le canal cholédoque. Devant une colique hépatique, le plus urgent est de calmer rapidement la douleur. Les antispasmodiques, les antalgiques et les anti-inflammatoires peuvent être utilisés sur prescription médicale. Il faut également aider à l'établissement du diagnostic par un bon entretien, par la prise des constantes et par l'application des examens complémentaires demandés. Dans ce cas, la préparation, le plus souvent, la préparation de malades pour une éventuelle échographie. Une fois le diagnostic est établi, le traitement dépend de l'étiologie. Dans la majorité des cas, le traitement, dans ce cas, est le traitement chirurgical de la lithiase biliaire. L'ictère, ou parfois appelé jaunisse, est une coloration jaunâtre des muqueuses, de la peau et de la conjonctive. L'ictère est causé par une accumulation anormale de la bilirubine dans le sang, due soit à l'excès de sa production, soit à une diminution de son élimination. Plusieurs causes peuvent être à l'origine de l'ictère, essentiellement représentées par les maladies touchant le foie. Ainsi, plus fréquemment, une hépatite, une cirrhose du foie, la présence des calculs biliaires, les tumeurs du foie et du pancréas peuvent donner un ictère. Comme on vient de voir, l'ictère est la conséquence d'une maladie.
Il s'agira donc d'en traiter la cause, une fois celle-ci est dépistée. Le traitement sera adapté selon qu'il s'agit d'une hépatite, de calcul biliaire ou encore d'un cancer. L'hépatomégalie est l'augmentation de la taille du foie. De nombreuses causes peuvent l'expliquer. Il peut ainsi s'agir d'une cirrhose, d'une tumeur ou d'une réaction inflammatoire lors d'une infection virale comme par exemple une hépatite, ou lors d'une infection parasitaire comme la bilharziose. D'autres affections telles que l'insuffisance cardiaque peuvent aussi être impliquées. La conduite à tenir infirmière consiste en premier lieu à rechercher des signes accompagnateurs qui sont souvent présents et ce sont eux qui permettent de déterminer une cause. Le patient peut ainsi présenter par exemple une douleur localisée au niveau de la région hépatique. La présence ou non de ces signes aide le médecin à établir le diagnostic et à prescrire le traitement qui passera nécessairement par le traitement de la cause. La splénomégalie ou l'hypertrophie de la rate, c'est l'augmentation de volume de la rate au-delà de sa taille normale. Plusieurs causes peuvent être responsables de cette anomalie. Par exemple, une maladie infectieuse comme le kyste hépatique de la rate et la tuberculose de la rate, une maladie de sang comme les leucémies et une tumeur. Comme le rôle infirmier devant une hépatomégalie, la conduite à tenir infirmière devant une splénomégalie consiste en premier lieu à rechercher des signes accompagnateurs qui servent à établir le diagnostic. La conduite à tenir ou bien le traitement de la splénomégalie passe nécessairement par le traitement de la cause. Le prurite anal se manifeste par des démangeaisons, des irritations et des brûlures au niveau de l'anus entraînant un besoin de se gratter. Le prurite anal peut être lié à de nombreuses pathologies. On trouve parmi celles-ci diverses affections cutanées comme l'eczéma, de nombreuses pathologies infectieuses comme l'oxyurose et les mycoses. Le prurite peut également être un des symptômes de maladies plus générales comme le diabète et les hémorroïdes. Le traitement du prurite anal sera dès lors celui de la cause identifiée. Dans ce cadre, il faut chercher le diabète et l'oxyurose chez l'enfant. En cas d'absence de cause retrouvée, des médicaments appelés antihistaminiques permettent parfois de diminuer les démangeaisons.